Yo guys, hey man, ça fait tellement longtemps. Saison 2 d'Entre Garçons aujourd'hui. Premier épisode. J'ai un invité spécial pour vous. Mais avant ça, je vais faire un petit brief-up de ce qui s'est passé. L'année passée, dans le fond, avec le podcast, on était deux, avec moi et Kev. Puis ça a un peu mal fini. Finalement, j'ai décidé de continuer le podcast cette année. J'ai eu des bons commentaires. Le monde voulait voir des épisodes. Je pense que j'étais juste pas assez assidu. J'étais pas structuré, mais là, cette année, je le suis. Ça va bien aller. J'ai un calendrier d'épisodes. Fait que ouais, je suis content d'être là. Je me sens pas nécessairement embrouillé, mais je sais que ça va être quand même intéressant. Puis, petit shout-out à Marc. Salut Marc, ça fait longtemps. Fait qu'on n'a pas toujours mis ta cam sur toi pour que tu parles, mais... Fait que... ouais, man, je vais commencer ça de même. Il y a 5 ans... au barbershop à Saint-Romuald chez Crown. Dans le fond, je coupais les cheveux, puis il y a toujours des walk-ins qui se pointent. Fait qu'il y a un gars qui rentre avec un de ses chums, puis il est comme « Yo, j'ai besoin d'une coupe de cheveux. » Je dis « OK, assis-toi. » Puis de fil en aiguille, excusez-moi, la relation elle a continué. On a bâti quelque chose. Fait que c'est ça. Puis je voulais qu'il vienne sur le podcast parce que je pense qu'il y a quand même un passé très complexe puis quand même hors de l'ordinaire de ce que tout le monde connaît. En fait, il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître, mais comme moi, c'est pas ma réalité. Puis en plus de ça, c'est ça, je coupe encore les cheveux aujourd'hui, j'ai un de mes boys, puis j'ai envoyé le podcast, puis il m'a dit la seule chose qui le gossait, c'est que le micro était dans ma face. Fait que je vais essayer de pas trop parler proche du micro, man. Fait que, guys, on reçoit Joe aujourd'hui, man. Tu peux applaudir à la maison aussi. Salut, mon beau. Yes, ça va. Respect. Ça va bien? Tranquille, toi? Un petit stressé, ça va bien? Comment ça va? Posé, frère. Ouais. Fait quoi, dans le fond, c'est ça que ben avec l'intro que j'ai faite, là, on s'est connus il y a comme quoi, 5 ans, facile? Easy? Je me rappelle, je venais de sortir, puis j'avais le droit d'aller à un barbier. Puis c'était la première fois que j'allais dans un vrai barbershop en 8 ans, 9 mois, 15 jours. So, je me souviens, j'ai trouvé celui qui était le plus proche de chez nous. J'ai walk-in, je t'ai vu là. OK. Moi, je crois que tout arrive dans la vie pour une raison. Fort. You know, so c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec toi en train de supporter le podcast. Puis Thanks, man, j'apprécie. loyauté, famille. Puis, ben oui, pour le monde qui ne connaisse pas la maison, tu sais, là, j'ai dit que tu venais, ben là, tu as expliqué que tu venais au barbershop, puis ça faisait 8 ans à Cuck, mais tu sors de où, t'es qui, tu viens de quel coin, tu sais, moi, je connais ta vie, tu sais, mais là, je vais faire un petit recap pour les gens qui ne connaissent pas la maison, fait que, en gros, t'es gars de Montréal, right? Yeah, bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Jonathan Clore. J'ai 36 ans, père de 2 enfants, Karim, Syria. Puis aujourd'hui, je suis ici avec toi, Pat, pour enfin parler de qu'est-ce que j'ai vécu, puis comment qu'on peut tirer les leçons de ça, puis s'assurer que personne d'autre a quelque chose à vivre de ça. Joe m'avait envoyé un lien que j'ai pas encore écouté. Faut que je l'écoute. Je vais prendre le temps, m'asseoir, puis écouter ça, mais je vous le laisse, dans le fond, l'expliquer. Puis c'est quand même intéressant. Je vais mettre le lien dans la description. Allez regarder ça. Puis ça fait juste ajouter à toute question de se passer, dans le fond. Dans le fond, shout-out à Simon Coutu. On s'est rencontrés, on a parlé, on a fait un petit reportage ensemble, dans le fond, pour sensibiliser les gens au niveau des armes à feu et de la violence qui se passe dans la rue. C'est triste, c'est quelque chose qui ne devrait pas être en train de se produire. C'est des vies innocentes qui sont en train de périr dans le monde. Périr? Périr. OK. So, c'est des vies innocentes qui périssent dans le monde que peut-être ils pourraient être sauvés s'ils auraient fait d'autres choix dans leur vie puis pas se retrouver à faire les mauvais choix. Alors, ça s'appelle L'arme du crime. Épisode 2, épisode 4, je suis là puis je parle un peu plus en détail peut-être de qu'est-ce qui est arrivé à l'époque. Rien que je banalise ou que je suis fier de, ça fait partie de qui je suis. Ça démontre comment que quelqu'un qui peut avoir une famille, avoir tout dans sa maison, comment son environnement peut le faire devenir une personne que jamais qu'il a cru qu'il pouvait être. Puis, dans le fond, c'est quelque chose à aller voir. C'est intéressant. Ça peut peut-être aussi aider des parents qui se recherchent des réponses pour aider leur enfant. Tu sais, les enfants, on est tous des enfants avant qu'on devienne des bandits. Alors, les seules personnes qui peuvent nous sauver, c'est les parents. Si c'est pas nos parents, c'est les autres parents.
Alors, si vous avez besoin de conseils ou d'aide, c'est une plateforme, une émission à aller regarder. Fait que guys, tune in, tap in, je vais mettre ça dans la description. Fait que allez checker ça, man. J'ai plein de souvenirs sur chaque coin de rue, chaque building. Pour moi, venir ici, c'est vraiment comme... It's home. It's where I grew up. C'est où qu'on a grandi, right? J'ai déjà été plus stressé de venir ici dans le passé. C'est là où tout s'est déroulé durant l'été 2009. C'était là-bas au bout de la rue. J'ai tourné à gauche sur Basswood. C'était suite à l'événement qui est arrivé chez mes parents. La maison de mes parents qui a été criblée de balles. Puis, je faisais ma ronde régulière pour essayer de trouver un coupable. J'ai fini par en trouver un. Il était devant le building au fond. Juste ici, là? Dans le cul-de-sac au fond, là, l'autre bord. Puis à ce moment-là, j'ai fait une victime, j'ai été l'agresseur. J'ai tiré par vouloir me prouver, j'ai tiré par peur que peut-être quelque chose m'arriverait à moi. J'ai tiré parce que, évidemment, je voyais pas aucune autre solution dans mes pensées pour être capable de gérer ma situation. Tu as tiré sur 3 personnes, puis jusqu'à un certain point, tu es chanceux que ces 3 personnes-là soient pas décédées parce que probablement qu'on se parlerait au téléphone aux peines. Là. Ah, effectivement, moi, personnellement, je le sais à 100 000 % puis je remercie Dieu pour ça, d'avoir sauvé la vie de mes victimes pour me donner une deuxième chance à la mienne. Puis je suis bien heureux que personne n'ait décédé dans cette situation, mais au moment que j'ai commis mes délits, moi, j'étais convaincu dans le personnage et dans le besoin de vengeance. Alors, j'ai pris le mauvais choix, puis j'ai pesé sur la gâchette. Tu vas aller dans quelle balançoire? Dans la petite balançoire? Viens. Il va arriver. C'est quoi tu veux manger? Hein, vous voulez manger de la pizza? Wow. Wow. Pourquoi tu acceptes de nous parler aujourd'hui? Parce que je le fais pour mes enfants. Ils n'ont pas encore l'âge d'être capables de lire. Mais je sais que ça va venir un jour. Puis je veux pas que ce soit ça l'image qui va être peinte de moi aux yeux de mes enfants. La dernière chose que je voudrais, c'est que mes enfants valorisent ce que moi j'ai fait et qu'ils voient ça comme si c'était banal ou c'était normal ou que c'était correct. J'ai grandi dans l'ouest de l'île de Montréal, à Pierrefonds. Au secondaire, j'étais dans le groupe enrichi PEI, de la classe des bolets. Puis j'aimais pas ça. Je trouvais ça que c'était pas assez cool. Être un bolé? C'était pas assez cool, puis j'ai quitté l'école à cause des conflits que j'avais, que je commençais déjà à aller vers la délinquance. Mais tu faisais quoi à cette époque-là? Tu vendais de la dope? Je suis devenu financièrement indépendant à l'âge de 14 ans. Je vendais du pot. À ce moment-là, tu sais, quand tu te trempes là-dedans, tu penses que tu fais de l'argent, t'as plus besoin de personne. Puis, à un moment donné, j'y retournais plus à la maison, c'était fini, il n'y avait plus de maison, jusqu'à temps que j'ai eu 18 ans à Cité des Prairies, au centre jeunesse. Puis de là, toutes mes fêtes adultes étaient derrière les barreaux. C'est quoi les infractions que tu as commises qui ont mené à ton incarcération? Moi, j'ai été accusé de tentative de meurtre 3 fois et décharger une arme à feu dans un dessin dangereux avec négligence criminelle. J'avais 19 ans quand j'ai commis l'acte. Aujourd'hui, quand j'y repense, je voudrais jamais être l'ami du Jonathan de l'époque. Tu sais, c'était quelqu'un qui était dans son propre monde, dans son propre film, par rapport à ses croyances et ses émotions qu'il vivait, lui tout seul. Puis pour de vrai, j'étais dans le jeu. J'étais pas bien psychologiquement, puis il y avait aucune aide à nulle part qui aurait pu venir me chercher à ce moment-là. C'était quoi ta relation avec les armes à feu à cette époque-là? Ça devient normal, il n'y a plus de rush ou de fun.
C'est un outil de travail que tu utilises pour exécuter la tâche que tu as choisi de faire. À ce moment-là, j'avais le Kalachnikov dans les mains. Je suis né à Montréal en 1987. Je suis le premier né de ma famille au Canada, d'origine syrienne. Ma mère est née en Syrie. Mon père est né au Liban. Je suis né à Montréal, à Pierrefonds, dans l'ouest de l'île. OK. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai été habité aux États-Unis pendant 1 an. OK. Je suis revenu à 18. J'avais fait des amis aux mauvaises places. J'ai fait Qu'est-ce que des tu veux mauvaises... Genre, quelle mauvaise place, quel quartier, quel quoi, quel de... Ça, dans le fond, c'est... OK, ça. Moi, j'allais à l'école. J'étais un enfant je viens d'une maison où il n'y avait pas de drogue ni d'alcool. Une famille qui m'aimait, 2 parents présents tout le temps. J'ai fait des mauvais choix quand je suis arrivé au secondaire parce que j'étais à la recherche de quelque chose que dans le fond, j'étais à la recherche de reconnaissance. OK. Okay? J'étais à la recherche de devenir sentir que j'étais quelqu'un. Alors, à la recherche de cette personne-là, je me suis perdu sur le chemin avec les mauvaises influences et les mauvaises fréquentations. Puis tu penses que... Qu'est-ce qui a motivé, en fait? C'était parce que tout le monde a ce passage-là de... que ça soit de l'âge ado à adulte ou whatever. On a toute une période qu'on veut se trouver, se reconnaître, whatever. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui a motivé ça? Pourquoi que comme tu as eu cette impulsion-là, puis l'espèce de comme qui a été fucking forte? Si tu dis que ça a dérivé à quelque part, ce sentiment-là devait être quand même plus intense que la moyenne, non? Enfin, dans ma maison, s'il y a une chose que j'ai pas manqué, c'était de l'amour. Mhm. Puis des fois, trop d'amour. Alors, s'il y avait quelque chose que j'avais beaucoup à donner, c'était de l'amour. Puis avec cet amour-là, quand je le donnais à quelque chose, puis cette chose-là me faisait de la peine, ça me faisait sentir une impuissance à un point où ça devenait de la colère et de la rage. OK. Alors, il y a eu plusieurs différents événements dans ma vie qui sont arrivés, qui m'ont affecté de façon émotionnelle, de façon intense, qui m'ont fait changer ou vouloir changer comment que j'étais pour ne plus jamais à vivre ce sentiment ou cette émotion-là. Mhm. Alors, vu que j'étais un jeune qui avait un certain charisme, du potentiel, j'étais intelligent, j'étais curieux, j'avais du courage, ça m'a emmené dans les places les plus sombres. Alors, quand j'ai fait des choix, quand j'allais, il n'y avait rien qui m'empêchait de continuer à avancer. OK. Puis c'est la rage et la colère qui a embrouillé ma vision pour voir les choses juste d'une manière, selon l'influence que je décidais de prendre, qui était la musique, le style de vie de la rue, parce que je pensais que c'était la seule façon que je pouvais me sentir en contrôle. OK. Puis c'est sûr que comme dans... Moi, j'ai pas baigné là-dedans, mais tu sais, je pense que l'influence de la rue est quand même plus importante qu'on le pense, tu sais, puis c'est facile d'avoir un sentiment d'appartenance fort quand que les gens viennent un peu du même milieu que toi, tu sais, puis ils vivent un peu le même struggle ou whatever, tu sais. Puis, mettons, cette période-là que tu étais dans le street ou whatever, tu sais, ça... Ironiquement ou genre d'une façon plus humoristique, tu sais, ça ressemble à quoi la vie d'un gars, là? Tu sais, tu te lèves, tu fais quoi? Tu fumes ça un buzz, tu te fais un bol de céréales, après ça, tu t'en vas sur le corner, comment ça se passe? Ouais, Non, mais c'était plus... Dans le fond, quand tu es dans un gang où tu te joins à un gang de rue ou un groupe criminalisé ou un groupe ou un club de quoi que ce soit, ce que tu recherches, c'est une certaine fraternité, une compréhension de l'appartenance, trouver du plaisir dans les petites choses, puis se challenger, se pousser. C'est la même base, mais juste dans un milieu un peu plus violent où beaucoup de choses sont banalisées. Pourquoi? Parce que la majorité des gens viennent de la même type de pauvreté, soit pauvreté financière ou pauvreté de façon de penser. Mhm. Alors, dans ces deux contextes-là, on se retrouve tous à la même place, en train de rechercher quelque chose parmi nous, sans même savoir dans quoi qu'on est en train de tremper pour de vrai. Alors, tu sais, ça commence jeune, à 14-15 ans, quand on vole des bicyclettes, puis juste pour le rat, juste pour dire qu'on est capable, puis après ça, on les laisse là. C'est pas comme si on avait une business ou on les revendait, mais c'était juste pour faire
sais, le coup, l'adrénaline, faire des petits mauvais coups, puis des mauvais coups deviennent d'autres mauvais coups, puis finalement, ça escalade. Puis tu penses que ce sentiment-là d'adrénaline, c'est sûr qu'il se transpose quand tu vieillis, mais après ça, tu sais, c'est sûr que... Puis c'est ça, man, parenthèse, man, un membre de ma famille m'a déjà dit, il me dit, tu sais, tu penses-tu que ça me tentait d'aller à l'école, genre que je peux faire 600$ dans une journée, genre sur le corner avec mes chums, genre. Fait que j'étais comme, j'aurais resté à Montréal, peut-être que j'aurais dérivé dans le quoi de fucked up, tu sais. Mais, ferme la parenthèse. Je voulais savoir, dans le fond, ce sentiment-là, cette adrénaline-là, tu sais, quand tu t'en viens à genre 17, 18, tu sais, t'es plus vieux, tu sors d'un bar, tu sais, what's up, genre t'es un adulte, t'es quand même pas en pleine conscience, mais t'es conscient de tes actions, tu sais, puis après ça, tu sais, c'est un servitude, argent, drogue, femme. Mais pour nous ça commence avant. Comme je te dis, moi, à 14 ans, 15 ans, je vais commencer à dire que j'étais comme financièrement indépendant parce que j'étais capable de... Damn! Ouais, ben, tu sais, t'as pas de grosses dépenses quand t'as cet âge-là. Tu peux juste payer ton McDonald's, qu'à l'époque, un trio te coûtait 5$, tu fais en manger 2 dans une journée, puis tant que t'avais un toit où ce que vous étiez 6 ou peut-être 8, que vous vivez dans le même appartement, puis chacun a sa petite place, de la cohabitation, tu rentres pas à la maison parce que tu n'es pas capable de respecter les règlements de tes parents, puis tu sais que ça va être des conflits parce que tu agis de la façon que tu agis, alors tu restes dans ces endroits-là, puis ça a commencé à 14 ans. Alors c'est comme toi quand tu as eu ta première job, tu commences à avoir ton premier paycheck, comment tu t'es senti? Tu as dit, t'as de l'autonomie, genre. Je peux faire quelque chose par moi-même, j'ai pas besoin de demander à mes parents. Parce que normalement, on dépendait de nos parents jusqu'à temps qu'on devient financièrement indépendant. Alors moi, à 14-15 ans, je me sentais de même. C'était loin d'être la réalité de ce qu'il y en est, mais c'est comme ça que je me sentais. Rendu à 18 ans, j'étais déjà trop parti dans le wave qu'à 18 ans, à 17 ans, avant que j'aille 18 ans, une semaine avant que j'aille 18 ans, je me suis fait arrêter pour un délit violent que j'avais commis. Je me souviens, j'ai fêté ma fête de 18 ans à Cité des Prairies, dans le gîte, Unité 9. Washman? Ouais, c'était quelque chose. Moi, mes parents m'avaient jamais puni, ils m'avaient jamais frappé, ils m'avaient jamais... s'il y a quelque chose que j'ai pas eu, c'était beaucoup de discipline, de façon d'intimidation. C'était beaucoup de discipline dans l'apprentissage et la compréhension, mais pas dans avoir peur. Alors, si un enfant, il n'a pas peur de ses parents ou il n'a pas peur de Dieu, bien, il n'a pas peur de rien, puis il risque de se rendre dans les places les plus sombres et les places qui font les plus peur qui existent dans la vie, parce que on va pas se le cacher, là, le monde, c'est pas... Ouais. Puis, tu as dit tantôt quelque chose, tu étais trop dans le wave, mais c'est quoi cette wave-là? C'est quoi... tu sais, mettons une personne qui comprend pas c'est quoi... Même moi, là, je catch, mais tu sais, j'ai des connaissances, j'ai des amis qui sont très dans ce domaine-là, mais what's the wave, tu sais? Mais t'as-tu déjà fait du sport? T'as fait du sport? Absolument. Alors, tu sais, t'as une équipe, puis on se challenge tout un à l'autre. Dans le fond, on fait toutes nos activités ensemble. Ça devient ton groupe de chums où ce que chacun se pousse à devenir meilleur, ou qui est capable de marquer le meilleur but, ou qui est capable de faire le meilleur move tout le temps dans whatever it is. Mais c'est le même style dans le street. Alors, si t'as une équipe ou t'es un gars d'équipe, puis vous êtes sur le même vibe, mais vous allez ride the wave ensemble en vous poussant à faire qui a fait le meilleur coup, qui a la meilleure femme, qui a la meilleure si. Alors, tu sais, tu te perds là-dedans parce que c'est un cercle. C'est une game d'ego, dans le fond, au final. L'ego en fait grandement partie. Du monde, ils font 25 ans à vie aujourd'hui pour leur ego. Il y a du monde qui sont enterrés sous la terre aujourd'hui à cause d'un ego qui n'était pas capable de mettre de côté. Il y a les plus grands guerriers dans l'histoire des guerres qui sont morts à cause des égos. Alors, il n'y a rien qui change, là. C'est l'être humain. Damn, man. On dirait que ça me ferait capoter, man, de fêter ma fête de 18 ans dans le gel. Genre, quand tu rentres, t'as-tu du monde tu connais, genre? Y a-tu des gens que je sais pas, man, que ça fait un bout de qu'ils sont là, ou que... Puis tu sais, comment ça marche, tu sais, je veux dire, gros, il faut juste comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans, man, parce que, tu sais, le monde dit, tu sais, on a des... C'est toi qui m'avais dit ça au barbershop, qu'il y avait un conseiller de wing ou je sais pas trop, là. Ouais, un comité de détenus. Un comité de détenus, ouais, c'est ça. Mais tout ça, man, ça me fascine. Genre, on dirait que vu que
baigne pas là-dedans, je suis genre, wow, je veux tout savoir. Mais ouais, fêter ta fête à 18 ans, t'étais-tu tout seul? C'est quoi qui se passe? T'étais avec qui? À 18 ans, Puis comment qu'ils rentrent? Dans le fond, comment... J'ai tellement de questions, Big. Wow, t'es breaké, je vais me calmer. Comment que tu rentres? T'arrives au poste, c'est quoi le processus jusqu'à temps que, mettons, tu sois incarcéré? Mais tu veux que je te parle de quand j'étais au mineur ou tu veux aux adultes? Parce que c'est deux expériences semblables mais différentes. Là. Une qui te prépare pour l'autre. Non, adulte. Ben non, même pas, non, même pas, je veux savoir les deux, parce que c'est vrai qu'il y en a une qui se prépare pour l'autre. Ouais, exact. Dans le fond. Alors, à 17 ans, quand je suis dans le fond, j'ai passé ma fête de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Damn. en prison. Shit. Back to back. Puis 31, quand j'ai fêté ma fête dehors, ça m'a juste rappelé toutes les autres années dans quelle cellule que j'étais. Ça, c'était pas facile de... Même encore aujourd'hui, là. Fait que c'est sûrement ta fête, ça doit être un événement que tu dois pas tant souligner ou... Non. Non, je comprends, Non. c'est vraiment correct. Ah, parce que quand tu rentres en prison, dans le fond, tu perds tout ce que tu prends pour acquis dehors. Puis tout ce que tu as, c'est du temps. Du temps pour penser. Penser à quoi? Penser à les bons moments que tu as vécu dans ta vie. C'est ça, faire du temps, tu penses, tu te mets dans tes pensées, tu es enfermé, tu n'as rien d'autre à faire. Alors, quand tu penses aux bons moments, mais les seuls bons moments que tu as, c'est les moments de ta fête, et Noël, les passes que tu as passé avec ta famille. Puis à force de faire des années en prison, mais ça fait juste enlever tout ça en dedans de toi, puis ça fait juste le remplacer par tous les mauvais moments que tu as passés en prison. Mais c'est pas mauvais, parce que, tu sais, on a resté fort, puis on a passé à travers comme des champions. Puis Ouais. tu sais, mais à la fin de la journée, quand tu compares la réalité, tu sais, nous autres, on doit garder la mentalité de guerrier et de alpha mâle, de champion, de homme pour passer au travers, parce que tout ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils essayent de te... comment je dis? Brisé mentalement. Ça. Mais ils essaient de te briser, dans le fond, ils enlèvent toute ta dignité. Ils essaient d'enlever toute ta dignité en rentrant, puis avec toute leur façon de te fouiller à nu, puis ainsi de suite. Après ça, ils essaient de briser tout ton esprit, ton espoir, de la façon que leur système est monté, quand ils prennent note de chaque petite erreur que tu peux faire, mais ne vont jamais noter une bonne chose que tu fais. Et la moindre erreur que tu fais, que ce soit en 2007, ils vont t'en parler dans ton rapport de 2018. Pour essayer de faire le montage et montrer comment tu es une personne qui devrait rester en prison. Puis, Wesh, man. c'est vraiment ça. Ouais. Puis comment, mettons, quand tu parles de petites erreurs, c'est quoi? C'est quoi les erreurs que tu peux commettre en dedans, tu sais? Non, mais il y a des règlements partout, comme dans la société, il y a des règlements, tu sais, il y a la code routière, la sécurité publique, et ainsi de suite, que tu dois respecter. Puis si tu le fais pas, tu as des amendes. Mhm. Hein, tu as des amendes, ils te font payer, mais c'est la même chose. Ils te donnent des amendes en prison si tu respectes pas. De temps, genre? Non, d'argent. Puis ils te prennent, ouais, ils te prennent ton argent pour le mettre dans le fond des gardiens que les autres ils utilisent à la fin pour payer leur party là, de Noël puis tout. Ouais, c'est un système, là. Tu sais, je peux bien te compter des choses, là, tu le croirais même pas parce que tu penses qu'au Canada, ici, les prisons, c'est des belles prisons. Ouais, comparativement Aux States, peut-être, mettons. au Panama puis aux États-Unis où c'est mass incarceration puis que eux autres, leurs droits sont encore plus violés que nous autres ici. Là. OK, fait que le recap t'a passé de 18 à 27. C'est ça? Hein? Non. J'ai eu 18 à Cité-des-Prairies. Après ça, j'ai été acquitté. Je suis sorti. Je suis arrivé dans la rue. Je suis retourné directement à ce que je connaissais avant. Puis pourquoi? C'est quoi le processus? La raison de pourquoi j'étais rentré, c'était par rapport à ce que je vivais avant. Mhm. Alors, c'était juste un cercle qui continue. Alors, je ressors. Maintenant, j'ai été acquitté de l'accusation. Je me sens comme, même si j'ai fait du temps, même s'ils m'en ont pris du temps, j'ai été acquitté, je suis sorti et j'ai retombé dans le même cycle que j'étais avant. Alors, c'est one thing led to another, une chose est venue à une autre, puis je me suis fait arrêter avec un gun. Pourquoi j'avais un gun? Parce que, honnêtement, j'étais tanné d'être une victime. Fait que tu te protèges. Tu te protèges avec le gun, t'as de la rage, t'es fâché. T'sais, on est toutes victimes à un moment donné, quelque part, avant de devenir agresseur. T'sais, c'est pour ça que pour régler un problème, il faut que tu aides les victimes en les offrant des façons de ne pas se sentir comme des victimes, mais juste qu'ils ont vécu quelque chose qui est réparable ou qui peut faire partie de leur caractère et les rendre une personne meilleure,
au lieu de prendre cette rage-là et la channel de la mauvaise direction. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là que quand tu es un jeune dans la rue, puis tu as goûté un peu à l'argent, tu as goûté un peu au prestige, tu as goûté un peu à la vie rapide, mais c'est dur pour aller sauver ce jeune-là puis dire hey, fais attention dans la direction que tu t'en vas. Là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de ressources ou de programmes ou rien là, qui les offre une alternative ou qui peuvent avoir le même sentiment d'appartenance ou le même sentiment d'adrénaline à quelque part d'autre que dans cette direction-là. Alors, c'est vraiment l'influence de la société, l'influence de la média, l'influence de ce qu'ils veulent nous apporter. Parce que, tu sais, dis-toi, ils font de l'argent. Là. Absolument. Un détenu en prison, là, ça fait de l'argent pour quelqu'un. Là. Hein? Il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec la nourriture qu'il vend aux détenus. Puis il y a quelqu'un qui fait de l'argent hein, quand chaque gars il rentre en prison parce qu'ils prennent de l'argent aux contribuables pour héberger un détenu. Ils disent ça coûte environ 97 000 par année pour héberger un détenu. Je te garantis. Damn. Puis ça coûte pas ça quand on est 40 dans une wing. Là. Puis qu'on mange des plats là, qui coûtent 1,50 $, que tu donnes aux hôpitaux puis que tu donnes au CHSLD, c'est le même menu. Là. C'est le même menu? Le même menu. C'est le même menu. C'est le même menu. Alors, tu sais, c'est sûr que ces mondes-là, c'est rare qu'ils se croisent. Tu sais, les vieux qui ont sacrifié leur vie pour bâtir les ponts du Québec puis qui se retrouvent en CHSLD, on les dit, oui, on vous fournit de la bonne nourriture, mais eux autres, ils ne sauront pas que c'est la même nourriture qu'ils fournissent l'autre là, en prison. Oh, ouais, man. Puis, tu sais, quand t'es en fin de vie à l'hôpital, ils disent donne la bouffe d'hôpital, puis c'est ça. Ouais, c'est la même nourriture. Mais comme, wow. Ça coûte pas ça, c'est une business, puis c'est de valeur, c'est une business, parce que, tu sais, quand tu regardes le taux de récidivisme, quand tu regardes le nombre de monde incarcéré, tu sais, statistiquement, autour du monde, tu vas le voir. Tu sais, ici, en Amérique du Nord, là, c'est le plus partout dans le monde. The highest incarceration rate is in North America. Around the world. C'est quoi le pourcentage, sais-tu? Je ne connais pas par cœur, je ne vais pas dire des chiffres, mais je sais que c'est un fait. Je l'ai vu, je l'ai lu. Je pense même que ChatGPT me l'a confirmé. ChatGPT me l'a confirmé. J'adore, man. Ah, man, mais... OK, tabarnak. Et puis, mettons, à l'intérieur, ça tente d'en parler, mais comment que... C'est quoi le vibe? C'est quoi le mood? C'est quoi? Je comprends que comme tout le monde doit être comme ça, tu sais, tout le monde dans la même situation. Fait que c'est sûr que tu crées... Des frères, des amis autant que des ennemis. Tu sais, il y a sûrement des règles non écrites. T'as-tu une rage contre les screws, genre? T'es-tu en... Tu sais, y a-tu une rivalité? Parce que, tu sais, autant que j'ai des clients qui travaillent en milieu carcéral, puis je les coiffe, puis comme... tu sais, ils me disent « Ah ouais, à telle place à brasser, là, il y a un gars qui s'est fait piquer dans le cou, là, puis tout. » Je suis comme « Wow, 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 man! » Comme, oh, fait que j'ai comme les deux histoires des deux côtés, genre, sur ma chaise de barbier, puis c'est ça. Fait que, comment ça se passe dans une wing? C'est vous êtes combien? Il y a combien de lits? Non, mais ça dépend, tu sais. Comment que ça marche? Il y a 3 différents niveaux de sécurité. Dans le fond, il y a maximum, médium, puis minimum. Ça, c'est quand tu es au niveau fédéral. Quand tu es au provincial en attente de ton procès, que tu sois une personne innocente, tu n'as jamais eu de dossier criminel, tu peux te retrouver avec d'autres gens qui ont eu des dossiers, puis c'est leur 4e, 5e sentence. La gestion de la population est vraiment mal organisée en établissement. Puis le nombre d'incidents qu'eux autres, ils reportent, des fois, ils amplifient, des fois, ils minimisent, tout dépendamment des chiffres qu'ils doivent atteindre. C'est toujours une question de chiffres. Puis eux autres, à la fin de Ils doivent atteindre des chiffres? Ouais, je pensais qu'au States, c'était le même, puis qu'au Canada, on était moins... Non. Pendant la COVID, là, ils nous enfermaient, puis ils nous traitaient comme si on était dans des hôpitaux où la nourriture était servie devant notre porte. On pouvait juste prendre notre nourriture et la garder dans notre cellule. Une fois par journée, quelqu'un passait et ramassait toutes les poubelles, habillé dans un saut d'astronaute. Puis il venait ramasser toutes les poubelles. On avait le droit à une douche aux 3 jours. Puis il fallait qu'on reste quarantaine 14 à 17 jours dans nos cellules. Puis c'était inhumain. Moi, je comprenais même pas ce qui se passait, mais ça fait partie des injustices que tu vis quand tu es dans le système. Comment tu veux pas paranoïer, man? Je capoterais, big. Ben, nous autres, on trouvait ça drôle quand on écoutait la radio, puis il disait « Hey, pendant la COVID, il dit, on le sait que le confinement est difficile. Prenez le temps de vous jaser. Faites des FaceTime. Parlez-vous. » Puis j'écoutais François Legault nous dire ça, puis là, je me disais « Wow. » Tu te fous de ma gueule. Je dis « Ouais, vous me donnez même pas 15 minutes par semaine, puis c'était même pas le confinement. On n'avait même pas le droit d'avoir ça. Qu'est-ce que vous autres, vous vivez maintenant? » Je dis « Nous autres, on vivait pire avant. Vous dites c'est pas bon pour la santé mentale. » Alors, la santé mentale
de nous, c'est pas la même chose que la santé mentale de tout le monde. Ils ne voyaient pas l'égalité là-dedans. Là. Gros, ça me dégoûte tellement, man. Arc. OK. Puis là, mettons, mis à part le gros part, là, tu sais, t'as-tu du fun quand même en dedans, genre? T'as-tu des chums que tu t'entends bien, puis genre, fait des conneries? C'est sûr que une gang de gars ensemble, me semble. Ça te ramène à... Moi, la prison m'a permis d'apprendre beaucoup sur l'être humain parce que tu vois l'être humain à sa forme la plus primale, avec le moins de tentations et de distractions alentour de lui. Mm-hmm. Okay? Alors, tu le vois à tous les jours, il est là, comme toi. Tu es là à tous les jours. Il s'est réveillé, faire sa routine. C'est quoi sa motivation? C'est quoi qui le pousse lui à... C'est quoi qui le fait content? C'est quoi qui le fait triste? Puis, tu sais, dans une wing, quand tu vis en communauté avec des gens, c'est comme, admettons, tu vas camping pendant une semaine ou un mois pour les gens qui vont un mois avec le même groupe de personnes, ou quand tu vas à OD puis tu es enfermé avec les mêmes gens à tous les jours. Ouais, je cache, ouais. OK? So, là, tu dois apprendre à vivre à tous ces différents types de personnalités. Mais la différence, c'est que la clientèle qui est là-dedans, c'est du monde qui sont motivés par des égos qui sont des fois mal placés ou une réputation, une image qui doivent se faire respecter. Alors, les limites Puis le fait d'être enfermé, restreint, mal nourri, pas de sortie de cours, pas aucune façon d'évacuer notre stress ou notre frustration par avoir des activités de sport ou de gymnase ou rien de tout ça, nous force à être alpha dans une rangée parmi plein d'hommes. Alors, n'importe quelle petite affaire peut vraiment dégénérer puis tourner mal, dépendamment de l'ambiance de l'environnement. Alors, c'est... Genre un regard sûrement de quoi, là. Tu sais, c'est sûr que manger une claque parce que je te regarde des croches, ça pourrait arriver, non? Ouais, si tu viens d'arriver, ouais. Peut-être, ouais. Si tu viens d'arriver, parce que si tu habites avec nous, ça fait 2 semaines, 1 mois, 3 ans, tu sais comment te comporter. Tu es supposé savoir comment te comporter. Ouais, c'est clair que c'est une, je vais dire micro, mais une société Ouais, on se fait... à part égale, mais c'est juste que c'est vrai, la clientèle est vraiment fucking différente, puis man, genre, je suis mind blown, genre, je peux pas croire que aussi, il y a pas des... Tu sais, mettons, ça fait 3-4 ans que t'es avec une personne, puis c'est ton salesmate, là. Tu dois le connaître comme le fond de ta poche. Tu sais, au final, tu dois créer tellement des liens forts, autant émotionnels que peut-être pas, ça dépend, peut-être pas physique, là, mais tu vas avoir un strong bond avec cette personne-là, là, tu sais. Ouais, si tu réussis à rester 4 ans à la même cellule avec le même gars, félicitations, frère. Tu as un chapeau à toi, mais... Ça switch vite de même, sûrement. Mais, tu sais, il y a des... Tu sais, cohabiter avec quelqu'un, c'est beaucoup, là. Spécialement quand tu partages la même toilette avec lui. Ah ouais. C'est-à-dire, lui, il a besoin d'aller à la toilette, là. Il doit aller à la toilette devant toi si les portes sont fermées. Pas l'intimité, ouais. Puis si les gardiens, eux autres, ils décident qu'ils sont en manque de personnel, puis que les portes n'ouvrent pas, là, pendant 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours, manque de personnel, là-bas, tu dois chier devant ton coloc, tu dois te laver dans ton lavabo devant ton coloc, comme tu mets le drap, puis tu fais tes... So, tu sais, tu vas dans jusqu'à la plus... Tu connais la personne intimement, oui, mais c'est sûr que tu veux éventuellement avoir ta cellule simple ou ton espace. Si la personne n'est pas comme toi, exactement comme toi, puis qui te comprend comme toi, à un moment donné, elle va te tomber ses nerfs. Ouais. Ça l'arrive. Puis, mettons, mentalement, comment tes pensées chevauchent, comment que t'es capable de rester sain d'esprit dans un environnement quand même assez chaotique. Tu sais, je sais pas, là, t'avais-tu une routine ou genre un... C'est sûr que t'avais un moyen d'évacuer ce qui se passe dans ta tête, mais comme... Comment tu fais, man? Tu sais, mettons juste moi, au dé, tu sais, on avait des paquets de distractions, mais... Tu sais, autant qu'on n'avait pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, whatever, puis tu sais, c'est vraiment pas pareil, là, mais tu sais, être enfermé, j'avais le droit de, comme, tu sais, sortir, faire mes shit, c'est correct, là, mais... Autant que je suis une personne qui a une intelligence très intrapersonnelle, il y a des moments que j'étais comme, hey man, là, c'est vraiment trop, genre, mais comme, Chris, si tu restes en dedans de 4 murs, la petite porte de métal qui est là, genre, c'est quoi les
tips que tu avais ou les trucs qui font en sorte que tu es capable de rester sain mentalement avant que tu commences à divaguer, man, puis gratter les murs de béton, genre? Ben, moi, quand j'étais en prison, j'essayais tout le temps de voir comment je pouvais rendre ma journée meilleure pour demain. OK. Comment que je vais faire demain ou le mois prochain en train de faire du meilleur temps que qu'est-ce que je fais. Parce que je sais que je vais être là le mois prochain, je sais que je vais être là demain. Alors, c'était pas juste à propos de passer à travers la journée, mais c'était comment que je peux faire l'ambiance et l'environnement de ma rangée ou de ma wing, être ensemble, unis dans le but d'être capable de faire passer notre temps plus rapidement et de façon plus le fun. Parce que la chose que tu veux le moins, c'est de la tension dans une rangée. Parce que même si tu n'es pas impliqué dedans, tu la vis et ça peut affecter peu importe ce que tu es en train de faire. Alors, tu veux essayer de maintenir une certaine harmonie parmi des gens qui sont pleins de rage et de frustration. Chacun d'eux vit leurs propres émotions par rapport à ce qu'ils vivent à l'extérieur. Mhm. Tu sais, ils ont tous des blondes ou une mère ou quelqu'un à appeler. Tu sais. Il y en a qui n'en ont pas du tout non plus. Là. C'est triste, mais c'est vraiment ça. Alors, peu importe ce qui arrive là-dedans. Mais à part de ça, c'est pas comme si le système nous offre quelque chose à faire avec notre temps. Ouais, c'est clair. Notre temps est juste du temps mort, du temps gaspillé, du temps pour essayer de calculer comment qu'on peut faire pour faire du bon temps, vu qu'on fait juste gaspiller notre temps tout le temps. Mhm. Alors, si on n'a pas de programme ou de formation ou d'apprentissage, on est restreint. Notre dernier repas chaud est servi à 4h30. Dernier repas chaud servi à 4h30. Ça veut dire tu ne manges pas jusqu'à le lendemain à 7h30 où ils vont te donner un berlingot de lait comme celui qu'ils te donnaient à l'école avec un petit boîte de carton de Rice Krispies ou peut-être le Special K, ceux qui n'ont pas de sucre dessus parce qu'ils disent que c'est bon pour la santé. Puis avec une pomme Macintosh pour ton déjeuner à 7h30 le matin. Tu devais être des abdos, mon gars, man. Après ça, ils vont te dire t'as de la cantine, mais de la cantine, ça coûte de l'argent. Puis de l'argent, si, admettons, t'en as pas, puis t'as pas de travail que tu peux faire, puis tu as fini de quitter tout le monde que tu connais dehors au point qu'ils répondent plus ton appel. Comment tu fais pour manger? Hey, Big, ça doit être frustrant, ça, man. Il faut quand même que tu aies du monde dehors. Tu sais, pis... Tu sais, je veux dire, question de blonde, genre, tu sais, il y en a qui ont des blondes and shit, mais comment, tu sais que... Parce que je sais pas si t'as encore quelqu'un dans ta vie ou t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment, mais le fait d'avoir quelqu'un dehors, est-ce que ça te donne une espèce d'espoir de quand que je sors, il y a de quoi qui m'attend, ou c'est vraiment comme peine perdue, puis t'es juste en train de te dire genre fuck off, puis genre ça va être moi avec moi-même? Ben, tu sais, c'est les deux en même temps parce que avoir quelqu'un dehors, c'est sentir que tu as quelque chose dehors, que tu es dehors. C'est une partie de toi qui est dehors parce que tu as accès à dehors à travers cette personne-là. Mais quand tu es en dedans, tu dois tout le temps t'attendre à ce que cette personne-là puisse partir. Parce que c'est pas elle qui a commis l'acte que toi t'as fait pourquoi toi t'es en dedans. Mais en même temps, une vraie femme, c'est une femme qui va être avec un homme pendant ses moments les plus difficiles. Tu comprends? Pour faire partie de ses meilleurs moments de sa vie. Parce que la femme qui abandonne quand c'est difficile pour un homme, ben c'est elle qui fait le choix de juste abandonner quand c'est difficile. C'est normal qu'elle ne mériterait pas le meilleur de cette personne-là. Alors pour moi, j'en ai une femme, c'est la mère de mes enfants, puis elle a resté là avec moi tout le long. Tout le long. So, peu importe qu'est-ce qu'il y en ait aujourd'hui, no matter what, moi je vais rester là pour elle tout le long aussi. Parce que c'est les valeurs qu'on inculque à nos enfants, les valeurs par lesquelles on a grandi. T'as pas de valeur, t'as rien dans la vie. Alors, tu sais, c'est... Puis si c'était pas de cette femme-là, je sais pas comment mon temps aurait tourné. Il aurait peut-être pas été aussi bon, aussi le fun ou aussi whatever que c'était. Elle est venue me visiter, elle a passé du temps, puis les visites, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'en avoir parce qu'ils rendent ça tellement difficile pour que quelqu'un puisse venir te visiter. Est-ce qu'il devrait être pas supposé être ça? Là? Non, parce que les autres, tout revient à une raison de sécurité. Protéger la sécurité de l'établissement. Ça, depuis qu'ils utilisent le code 31A ou 31C, je ne me rappelle plus trop, là, l'article 31A, 31C,
Ben, ils compromettent la sécurité de l'établissement. Alors, quand, mettons, toi, tu viens de rentrer, quand tu es rentré, tu avais une blonde, puis après 2 mois, tu as quitté parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, c'était trop pour elle, puis toi, tu as développé un lien avec une autre fille que tu connaissais d'avant, puis là, ils vont dire, quand tu t'es fait arrêter, tu ne l'as pas déclaré comme blonde. Alors, on ne peut pas tout de suite te laisser être capable de l'avoir sur ta liste. Il y a des démarches à prendre. Alors, ils vont te mettre tous les bâtons dans les roues, espérant que cette personne-là va perdre espoir pour venir te voir. Puis souvent, ça n'arrive même pas, ils ne laissent même pas venir te voir. Puis après ça, quand ils viennent, ils disent on ne peut pas te laisser avoir plus qu'une fréquentation parce que ça peut compromettre la sécurité de l'établissement si la personne décide de t'emmener la drogue, même si tu n'as pas d'antécédent de drogue. Et dit ça crée des possibilités, puis c'est déjà arrivé dans le passé. Alors, En même temps, je peux comprendre, mais comme humainement parlant, c'est fucked up. c'est pas une question d'humain, là. Ils ne nous traitent pas comme des êtres humains là, en prison. Là. Non, mais je veux dire, tu sais, il y a d'autres formes de systèmes de prison. Tu sais, on check, mettons, les pays. En Europe scandinave, c'est fucking différent de. Complètement. Tu sais, puis il y a une réinsertion sociale qui se fait par la suite. Puis ce qui mène à mon point que je vais te poser aussi, là, quand tu sors, tu sais, tantôt, t'es comme, tu sais, je suis retourné dans le même bateau. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, je comprends, je pense qu'il y a une éducation, puis il y a une certaine réinsertion sociale qui doit se faire pour comme, que la personne retourne à un mode de vie normal, puis comme, à la limite, qu'elle ait compris ce qui s'est passé en dedans, puis qu'après ça, tu t'en vas dans un autre sphère carrément. Mais tu sais, comment toi, tu l'as vécu, le fait de sortir, puis d'être là, puis de faire OK, là, j'ai fait mon temps, puis comme je suis out, là, tu sais, là, tu sens, il n'y a plus rien, plus de barrière, plus de clôture, plus rien, puis t'es free, genre. Mais pourquoi qu'il y a des gens qui retournent dans leur vieille pantoufle, puis il y a d'autres que non? Ben, regarde, pour moi, c'était difficile. Chacun, c'est un cas différent. Ce que je peux te garantir, c'est que il te prépare pas à une sortie quand tu es proche de ta libération. Il n'y a aucune forme de programme de réinsertion, de préparation à une sortie, à part un programme de violence multicible que tu peux faire. Alors, quand tu sors, tu n'as pas de référence, tu n'as pas de connaissance à propos de la technologie, tu sais rien de qu'est-ce qui se passe. Alors, quand tu sors du fédéral, souvent, tu es encore sous surveillance à travers un agent de libération. Soit tu te retrouves en centre correctionnel communautaire, dans un CCC, ou un centre résidentiel communautaire. Ou sinon, si tu es chanceux, tu vas aller chez vous. Mais moi, quand je suis sorti en 2018, là... C'est là qu'on s'est connus, hein, je pense. Ouais. Moi, j'étais en maison de transition. C'est ça, en maison de transition, ouais. Ouais, puis là, j'avais le droit d'aller couper mes cheveux pour la première fois parce que ça faisait une semaine que j'étais là, puis là, ils me laissaient y aller parce qu'il fallait que je fasse approuver du salon de coiffeur pour être sûr que c'était pas du monde criminalisé qui était propriétaire ou qui fréquentait cet endroit-là parce que ça pouvait être utilisé comme un endroit où de rassemblement du monde. Ouais. Puis je voulais juste couper mes cheveux, big. Alors, c'était la première fois. On a été... Alors, pour moi, c'était vraiment... C'était une autre chose. J'avais 32 mois encore à faire en transition. J'étais pas libre, pas du tout. C'était une autre forme de prison en société où jusqu'à chaque jour, tu sais pas s'ils vont venir puis t'appeler dans le bureau puis dire « Hey, on a vu que... on pense que peut-être que... » Hey, le stress que tu devais avoir pendant ces périodes-là, man. C'est sûr que tu dois tenir les fesses serrées quand même pas mal. Tu fais des choses vivre un être humain que tu l'endommages tellement, tu le fais vivre tellement de stress, tellement d'anxiété, puis malgré déjà il y a des problèmes, lui, là, pour avoir fait le choix de prendre la voie du crime et faire de la violence ou faire cette direction-là, c'est parce qu'à quelque part, au niveau de ta santé mentale, il y avait quelque chose, ta santé émotionnelle qui t'a dirigé vers cette direction-là. Parce que si tu avais le bon encadrement, la bonne structure qui était implémentée en dedans de toi, ça, si tu l'avais, tu n'aurais pas pris cette direction-là. Puis si tu as trouvé du plaisir là-dedans, c'est parce qu'il y a quelque chose. Alors, de là, ces gens-là ont déjà un problème. Si tu ne les aides pas à la régler, puis tu fais juste continuer à les rentrer dedans, puis les faire vivre encore plus leur traumatisme et leurs problèmes, tu crées quoi? Des vaisseaux encore plus endommagés. Alors, quand on revient en société avec aucune compétence, aucune connaissance de la technologie, aucune connaissance du marché du travail, même pas sachant comment se déplacer, et tout change assez rapidement, tu vois juste la montagne. Les gens voient juste la montagne. Puis moi, pour moi, c'était difficile. Moi, quand j'ai été demandé pour ma première job, mon agent de libération m'a dit « Non, toi, si tu vas travailler quelque part, tu vas aller comme laveur de vaisselle. » Hein? Je dis « Pourquoi? » Il dit « Parce que des gars comme toi, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Tu as besoin de savoir c'est quoi commencer dans le bas de l'échelle.
Wow! Ouais. Puis là, tu sais, c'est correct, là, chacun a ses problèmes de santé mentale. Tu sais, pour être un agent de libération conditionnelle puis dire des choses de même, il doit avoir vécu des choses. Je ne donnerai pas son nom, il se reconnaît. Alors, tu sais, c'est vraiment quelque chose que tu dis à la première rencontre à quelqu'un. Alors, tu commences de même, puis là, tu es comme, OK, une autre bataille. OK, un autre challenge que je dois faire, un autre battle pendant 32 mois. Puis là, tu y vas à travers. Puis après ça, c'était jusqu'à temps que COVID a frappé. Quand COVID a frappé, ils n'avaient pas le choix de me laisser rentrer à la maison. J'avais un enfant à la maison, tout était beau, whatever, tu sais, X, Y, Z est arrivé, puis il me restait 6 mois avant mon fin mandat, ils m'ont laissé rentrer à la maison. J'ai passé 6 mois avec mon fils. Au moins, ça a dû être du temps de qualité. Ça, c'était un autre vibe, ça, c'était comme... J'essaie encore de comprendre ce qui se passait dans la vie, là. Tu sais, parce que là, je suis à la maison à chaque jour. Avant, il fallait que j'aille dormir dans une place avec 30 autres personnes à chaque jour, à telle heure, puis qu'il fallait que je suive. Un couvre-feu, genre, puis... Alors, pour ma femme qui était là à la maison, à me recevoir, moi, le vaisseau endommagé que moi j'étais, qui n'était pas encore... Le vaisseau endommagé. OK? Pour m'arriver dans la maison à temps plein avec elle, ça, c'était quelque chose d'autre. Alors, c'était pas facile, c'était toute de l'adaptation. Puis, c'est pas des programmes ou des choses qui t'apprennent. Ils t'encouragent même pas à travailler tes relations. Ils te donnent des limites de 20 minutes d'appel par appel. Puis, après 17 minutes, il y a une machine qui te dit « You have 3 minutes left ». Alors, tu stresses tout le temps. Tu n'es même pas capable de développer des liens ou vraiment avoir un talk avec ta personne. Alors, c'est tout le temps sur le stress, tout le temps sur tac, tac, tac. Alors, à un moment donné, là, tu sais, c'est toutes des différentes phases que tu dois passer à travers. Sur moi, ayant un bon encadrement, un bon cercle social, regarde, je remercie Dieu. Alhamdulillah que je suis là puis que je suis capable d'être assis à côté de toi, parler. J'ai un job, je travaille, mes 2 enfants sont en santé, puis ça va mieux que ça l'allait. Il y a 6 mois, ça va mieux que ça l'allait. Il y a 1 an, ça va mieux que ça l'allait il y a 4 ans. Alors, tu sais, puis si ça a besoin d'aller encore mieux, là, il y a du chemin à faire. Là, tu comprends? Il y a du chemin à faire encore. C'est vrai qu'il te faut toutes des bâtons dans les roues pour pas que ça aille bien, mais... Mais tabarnak, puis il n'y a aucun organisme, genre, il y a personne. Toi, t'as pas une idée de comment starter. Tu sais, c'est sûr que ça va être ça serait quand même un beau projet d'aider les gens à cette réinsertion sociale-là. Mais dans le fond, c'est déjà enregistré. Dans le fond, la compagnie, c'est à but non lucratif, Freedom for All, liberté pour tous. Ça va être pour tous les gars, toutes les personnes qui vivent ou qui ont vécu ou qui vont possiblement vivre qu'est-ce que nous, on a vécu. Ça va être une plateforme faite par les personnes qui ont été incarcérées, pour les personnes qui ont été incarcérées. Ça va amener une stabilité au niveau de comment on va rater les avocats qui profitent de la liberté des gens des fois ou leur manque de connaissances pour être capable de soutirer le plus d'argent possible et aussi représenter les avocats qui ont toujours resté intègres et qui ont fait leur job comme il faut puis qui nous ont défendus. C'est tout un autre business, tu joues avec la liberté des gens. Puis nous autres, on a tous vécu, on est toutes des personnes qu'on a consommé le produit de l'incarcération et de l'avocat. On est capable de venir faire un vrai review et te dire qu'est-ce qu'il y en est. Moi, mon but, un de mes buts là-dedans, c'est d'être capable d'offrir un programme aux détenus qui peuvent commencer 3 mois avant leur libération, s'ils suivent puis que la prison permette, parce que tu n'as pas le droit d'avoir aucun livre éducatif si ça ne vient pas de la prison. Aucun. Tu n'as pas le droit de t'instruire de aucune autre manière si ce n'est pas contrôlé par la prison, par la commission scolaire de la prison et révisé par eux autres. Alors, toutes les formations à distance que j'ai tenté de faire, que je me suis appliqué, que j'ai reçu les livres ont été saisis arriver à la prison parce qu'ils veulent nous empêcher, dans le fond, d'être capables de... Eux autres, ils disent tout le temps, peut-être il y a des codes cachés ou des messages pour passer des messages aux détenus dans des livres. Ils sont sur la grosse paranoïa, eux autres. Non, c'est la grosse note. Non, c'est pas la paranoïa, c'est qu'ils savent que n'importe quelle excuse ou justification vont donner, ça va être approuvé par la direction. Oh non, mais je comprends, mais comme bro, je veux juste lire. Non. Peux-tu? Non, tu peux pas juste lire. Pendant la COVID, la seule chose que on voulait, c'était avoir des livres. Puis on disait non, bibliothèque fermée, vous ne pouvez pas avoir de livres. On est comme, OK, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant que vous nous enfermez 23 heures sur 24? Ils nous ont emmené des pamphlets de AA, des petits pamphlets. Ils disaient, lisez les pamphlets, puis ils ont emmené une Bible. Puis là, je dis, vous êtes sérieux? Il me dit, arrête là. De quoi arrête? Il dit, débrouillez-vous. Non, mais c'est... Mais ça me donnait tellement le goût d'y hey, bien gros. Puis après, lui, il retourne le soir chez eux, man.
il sort de sa job, ça va chez eux, il se fait à souper ou quoi, il se paye un McDo, genre. Non, je vais à la maison, je fais la vaisselle pour aider. Je m'occupe de mes enfants. Ouais. Je fais la routine du dodo, puis je vais me coucher. Pour me réveiller le lendemain, faire la même routine. Au moins, la routine est meilleure dehors que là où que je l'ai connue. J'espère, man. Ça me mettrait tellement en tabarnak de savoir que le gardien de prison qui est là, genre, lui, il a sa... T'sais, en même temps, je peux comprendre que il y a des actes qu'il est venu opposer, puis comme ça fait en sorte que t'es là, tu sais, mais il n'y a pas l'espèce de jalousie, justement, entre détenus puis les gardiens. Mais c'est sûr, tu sais, comme dans la vie, comme dans la nature humaine, comme que le gouvernement est fait. Il faut tout le temps qu'il y ait un ennemi quelque part pour rassembler les gens. On se trouve un ennemi commun, puis, tu sais, pour se rassembler derrière une cause. So, tu sais, il y a des gardiens qui sont là juste pour te compter à chaque jour rentrer chez eux. Il y a des gardiens qui sont là pour venir comment je dis ça, venir exercer qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire dans leur vie commune, tu comprends? Alors, parce qu'ils savent qu'ils ont un certain pouvoir sur nous. Alors, ils peuvent exercer ce pouvoir-là sur nous. Ils choisissent leur personne à qui ils veulent faire. J'ai vu beaucoup d'injustices. Puis après ça, c'est rare les gardiens qui sont là pour aider. Parce que si tu es là pour aider, ils sont en infériorité numérique grandement par ceux qui ne le sont pas. Oh. Alors, eux autres, ils n'ont pas le choix de jouer le rôle. Alors, c'est là où on vient dans un monde de masques, où est-ce que tout le monde a un différent masque. Même avant la COVID, le monde portait des masques au travail, à la maison, avec les amis. C'était vraiment ça. Alors, les gardiens en prison, tu sais, moi, ma mentalité, c'est tu fais ton travail, je fais le mien, tu comprends, puis on parle-moi avec le même respect que je te donne, puis c'est tout. Puis ça, c'était pas mal ça à un moment donné, mais c'est ça, on a tous vécu certains trucs. On n'est pas là pour se plaindre, mais on va emmener la justice de la bonne manière, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, t'étais castré et tout, puis si c'est pas trop indiscret, peux-tu me partager c'est quoi qui a fait en sorte que t'as fait ton temps? Puis c'est quoi c'était quoi? Tu m'as dit combien de temps t'as fait? J'étais sentencé à 14 ans. 14. Fait qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses 14 ans dans le fond? Ouais? Mais je suis sorti de ma sentence, ma première sentence que j'ai eue quand j'avais 18. J'avais beaucoup de rage accumulée à l'intérieur de moi. J'avais beaucoup de frustration par rapport à des anciennes fréquentations qui étaient comme des amis qui m'ont trahi. La trahison, ça vient de les personnes qui sont proches, les personnes que tu as déjà aimées. Ma rage était à un point où, dans le fond, j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Alors, je me suis dit, let's go. J'ai commis des tentatives de meurtre envers ceux qui s'en avaient pris à moi et à ma famille avant et après les événements de 2009. Puis c'est ça, je me suis fait arrêter pour tentative de meurtre 3 fois puis décharger une arme à feu dans un dessin dangereux. Damn. Ouais. Ça... Puis ont-tu essayé de rajouter des trucs, mettons, pour alourdir la peine? Ou, tu sais, mettons, je sais pas, t'étais pas supposé être là avec telle personne, ça. Fait qu'ils ont fait en sorte que c'était plus qu'est-ce que... Dans le fond, quand tu te fais arrêter, la version qui est donnée, c'est la version des policiers. Alors, peu importe quelle information ou comment ils décident de dire la situation, c'est dans le but de les avantager, eux, quand ça vient le temps d'arriver à une condamnation. Alors, quand ils vont afficher « Ah, monsieur s'est fait arrêter avec tant-ci, accusé de ça », puis ça, c'est juste pour faire les nouvelles. Puis les nouvelles, moi, je trouve ça pas correct de juste prendre tout pour acquis, le marquer, puis que ça reste à vie sur Internet. Parce que ça, c'était quelque chose que, même après que j'ai fini de faire mon 14 ans, je suis encore en prison avec le nom qui est attaché aux articles qu'eux autres ils ont décidé d'annoncer et jamais enlevé. Et quand je contacte le Journal de Montréal ou la presse ou n'importe qui a publié un article, je dis « Écoute, j'ai des enfants, je suis plus le même gars, est-ce qu'au moins vous pouvez enlever les photos? » Tu sais, je veux pas que mes enfants, éventuellement, quand ils soient capables de lire, ils voient ça comme « Non. » On dit « Non, c'est des archives. Public, ouais, c'est le droit au public. » Puis là, je suis comme « Wow. » So, même après être sentencé, même après avoir fait tout ton temps, même après avoir été remonté, tu dois quand même garder l'étiquette. Garder l'étiquette tout le long. Puis quand je demande pour mon pardon, ils me disent qu'il faut que j'attende 10 ans pour être pardonné. Alors, tu sais, à un moment donné, c'est
comment tu veux que quelqu'un s'en sorte quand tu me poses la question, tu sais, quand le monde qui s'en sort, là, chapeau à eux. Ils devaient être très chanceux. C'est ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont partis du Canada, parce qu'au Canada, t'as pas beaucoup de chance. T'es une business, t'es un chiffre, t'as un numéro de SED, c'est un numéro d'assurance sociale à toi seul en tant que détenu. Ils l'ont déjà dans le système. Là. Quand tu rentres, ils l'ont déjà. Là. Il existe déjà. Ils attendent juste la journée qu'ils peuvent peut-être te mettre là-dedans. C'est pas... Mais... Mais, Philippe, mettons, day-to-day, comment que tu vis avec cette étiquette-là? Tu sais, je veux dire, mis à part, tu sais, je sais qu'on se voit quasiment une fois ou 2 semaines. On jase, on rit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un verre, par exemple. Mais... Tu sais, dans ton day-to-day, tu sais, quand t'es seul avec toi-même dans tes pensées, tu conduis ton char tout seul, tu es en direction d'aller voir ta femme, tes enfants, tu sais, tu sens-tu encore que tu as un poids sur les épaules de toute la société qui doit te regarder d'une façon, genre qui te pointe du doigt, genre, où tu vis bien avec ça? Ou... Mais, tu sais, je me sens pas attaqué ou visé par quoi que ce soit parce que je sais comment que je suis capable d'être, puis, tu sais, si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Peu importe. So, je vais pas jouer la victime ou dire c'est leur faute, ils sont tous contre moi, non, cette mentalité-là va juste m'empêcher d'avancer pour devenir qui je suis réellement. Alors, je vais juste le prendre comme je sais que j'ai des avantages, je sais que moi, ça va être, je dois faire peut-être 2, 3, peut-être 5 fois plus le travail et faire 5 fois plus attention pour y arriver, mais c'est correct, ça fait partie de qui je suis, une personne d'élite, puis c'est comment que je dois être. Mais en même temps, je sais que l'échec est souvent possible, puis souvent possible, non à cause de mes comportements qui je suis, mais à cause de mon passé qui me suit tout le temps. Alors qu'il peut revenir soit des histoires du passé qui peuvent me revenir, soit le passé qui m'affecte dans ma vie présente qui peut m'affecter. Alors ça, c'est une affaire que moi, je peux pas contrôler, que je dois vivre avec, puis ça, c'est lourd. Ouais. Mais pour avancer dans la vie, il y a tellement d'opportunités, là. Il y a tellement de choses que tu peux faire dans la vie autres qu'aller dans la rue puis à devenir un bandit ou un gangster. Il y en a tellement de choses, mais sauf quand on te les apprend pas, quand on t'offre pas ce cercle social-là, ce groupe d'appartenance ou quelque chose to live for and be happy. And, si tu l'as pas chez vous, il y a combien de gars qui joignent dans des gangs de rue parce qu'ils n'ont pas de frère, ils n'ont pas de soeur, la mère est séparée avec le père, puis ils cherchaient toujours ça, juste avoir un bro, puis juste le fait de sentir qu'il y a un bro, il est prêt à faire n'importe quoi pour le gars. Il y en a plein, là, puis ils se retrouvent dans ce monde-là, puis on profite de eux, ou ils se font profiter d'eux, ils deviennent victimes dans le système, puis ça finit plus. Non, je comprends ça, man. Puis, est-ce que tu crois que il y a des secteurs qui sont plus propices à ça? Tu sais, mettons, Montréal, on s'entend que, tu sais, Québec, ou tu sais... OK, ouais, c'est ça. Mais je trouve que l'influence de la rue doit être plus importante dans les grandes villes comme Montréal. Là, on s'entend que... Genre, il y a des... Tu sais, Montréal, tu sais, il y a pas de quartier, c'est ça, là, on dirait que... Mais, tu sais, il y a 20 ans, Montréal, c'était pas de même. Quand moi, j'étais à Montréal, puis j'ai commencé quand j'avais 14 ans, c'était pas comme que ça l'est maintenant. C'est le manque de ressources pour les jeunes, que les jeunes ne trouvent pas aucun autre moyen de se sentir qu'ils font partie de quoi que ce soit, qu'à part de joindre à leur petit groupe. On va dire que c'est des gangs de rue, mais c'est pas des gangs de rue, c'est juste des amis qui se tiennent ensemble, qui se connaissent du même quartier puis qui ont grandi ensemble. Puis sont prêts à aller jusqu'au bout un pour l'autre, que ce soit dans une petite bagarre dans le bar, que ce soit pour quoi que ce soit. Alors, à Montréal, il y a beaucoup de monde qui viennent habiter là-bas, puis qui ont des enfants, puis les enfants grandissent dans cet environnement-là. Alors, si le gouvernement n'investit pas dans des ressources pour offrir des alternatives à ces jeunes-là, si tout coûte de l'argent pour faire une activité sportive, si tout coûte de l'argent pour faire des sorties avec tout le monde, vous les offrez pour les enfants, oui, mais ils doivent payer où est-ce qu'ils vont avoir l'argent s'ils n'ont pas de parents pour leur en donner ou ils n'ont pas de job. Tant qu'à aller faire quelque chose pour l'argent, une fois qu'ils auront fait l'argent illégalement, ils vont pas vouloir venir payer pour venir à ta place. Non, ils vont dire, déjà, tu m'as pas laissé rentrer. C'est comme si tu veux quelqu'un qui va aller à l'église ou à la mosquée, puis on lui dit, il faut que tu payes pour rentrer. Il va dire, je veux pas rentrer là. You, j'entrerai pas. Ouais, exact. Si t'es vraiment là pour m'aider, pourquoi je dois payer? Non, c'est clair. Logiquement. Puis les valeurs, mettons, tu parlais de valeurs tantôt, puis qu'est-ce que tu veux transmettre à tes kids? Qu'est-ce que tu veux inclure? Qu'est-ce que
dans ton household, tu veux mettre de l'avant, tu sais. Tu sais, moi, c'est important, tu sais, moi, on a grandi dans une maison où c'était de l'amour, c'était de l'intégrité. Fallait que tu sois... Fallait que tu connaisses ta juste valeur, qui tu es. Puis tu saches qu'il n'y a pas de limite jusqu'à où ce que tu peux aller. Qu'ils sachent qu'ils sont aimés, l'amour est inconditionnel, peu importe qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'on va toujours être là pour eux. J'ai besoin que mes enfants connaissent c'est quoi la discipline, comme leur mère aussi, elle a le même but que moi, là, tu sais, avec eux. Ayant vécu qu'est-ce qu'elle a vécu, elle sait qu'est-ce qu'elle veut pas que nos enfants vivent. Ça, c'est la même chose pour moi aussi. Alors, tu sais, c'est d'être... Moi, mon fils, c'est mon meilleur ami, là. C'est lui mon meilleur ami. Puis ça va toujours être ça. Puis je vais toujours le faire sentir, lui et ma fille. Tu comprends qu'il y a n'importe quoi, là. Il n'y a rien que tu peux dire à Baba là, qui ne va pas comprendre ou qui ne va pas être capable de t'aider ou te conseiller à travers. Tu sais, ton Baba va toujours être là, puis j'ai l'intention de toujours être là. Alors, s'il y a quelque chose, ils vont savoir c'est quoi la famille, ils vont savoir c'est quoi l'amour, ils vont savoir c'est quoi la discipline, l'intégrité, l'évolution, puis tu sais, rester ensemble, même quand c'est dur. Je trouve que c'est quoi que les Québécois, on a perdu à travers les années. Tu regardes toutes, mettons, les différentes cultures, puis comme c'est toutes des valeurs qui ont été fortes, là, tu sais, très rassembleur, familial, intégrité. Puis je trouve ça quand même un peu dommage, man, qu'on n'ait plus ça, tu sais. C'est pas votre faute, parce que, tu sais, les médias, qu'est-ce qu'eux autres, ils font, là? Tu sais, quand le gouvernement, il dit, OK, on va enlever toutes les croix, puis on va enlever toutes tout ce qui est religieux, mais la religion, c'est ça, qu'est-ce que ça faisait? Ça apprenait des valeurs aux gens, aux familles. Puis quand ils ont commencé à dire que le monde, c'est correct de te marier, mais divorcer, puis séparer une famille si t'es pas bien, là. Tu sais, selon la religion, selon Dieu, selon comment c'est quand tu te maries avec quelqu'un, c'est parce que tu l'acceptes avec toutes ses qualités et tous ses défauts, et que peu importe comment difficile ça va être, pour le bien-être de la famille, on va rester ensemble, puis on va s'en sortir. Alors ça, c'est qu'est-ce que c'était. Alors quand on commence à banaliser que c'est correct de séparer, puis de séparer des enfants qui voient juste leur père ou leur mère une fois par semaine, mais il leur manque quelque chose, parce qu'un enfant a besoin de ses deux parents. C'est comme ça que ça a toujours été, puis c'est comme ça que ça devrait toujours être. J'ai vu justement un... C'est qui donc, tabarnak, man? Ouais, c'est ça. Il y a un podcast qui a sorti, c'était... Tu connais Claude Bégin? Le chanteur, non? C'est un chanteur québécois? Ouais, c'est un chanteur québécois. Il était à la Claire ensemble, en fait. C'est un groupe de rappeurs local, là, des gars de Québec, là. Puis sa femme, Lisanne Nadeau, je me trompe pas, Marc, c'est ça, oui? Ben, je me trompe pas, je suis pas un insulte, c'est juste que comme je veux juste pas mixer up les noms. Je suis désolé, Lisanne, love you. Claude aussi, t'étais supposé venir ici, puis un jour tu vas venir. Dans un podcast, ils ont dit que ça prenait... Parce que là, je pense qu'ils ont apporté comme pas une nounou, mais un assistant, tu sais, parce que ça prenait vraiment comme 3 parents, puis j'ai pas écouté toute la vidéo, mais ça disait nous, on pense qu'un enfant doit avoir comme 3 parents parce que... Puis j'ai dû écouter plus tard, mais... Qu'est-ce que tu penses d'avoir une personne de plus là-dedans? Tu sais, mettons, toi, ta femme, puis une personne externe, que ça soit... tu sais, des fois, les oncles sont vraiment présents, ou les tantes, ou tu sais, il y a toujours une personne qui est... Tu sais, comme moi, mettons, il y avait ma mère, mon père était pas là, mais il y avait beaucoup mon oncle et ma tante qui étaient fucking présents, et ma grand-mère. Fait que j'avais comme toujours 4 figures paternelles, tu sais. Paternelles, ouais. Qui m'enseignaient différentes choses, tu sais. Fait que est-ce que y a-tu des gens dans ton entourage, que ce soit des amis ou genre des personnes vraiment proches, genre qui ont cette relation-là avec tes enfants ou comme ta femme? Non, mais comme je te dis, moi je suis de descendance turque. Ma mère est née en Syrie, mon père est né au Liban. Ils ont quitté la guerre en 1976 avec le sud de l'Israël pour venir émigrer au Canada. Alors les valeurs familiales, tu sais, avoir la famille qui est présente a toujours fait partie de le struggle et de l'aventure de toute ma famille. Dans ma maison, j'avais une sœur qui était handicapée. Elle souffrait de tumeur au cerveau. Paralysée du côté droit. Rest in peace, Jenny, we love you. Puis j'avais mon grand frère qui habitait avec nous aussi. Lui, il est 10 ans plus vieux que moi. Puis toute la famille s'est toujours entraidée. Puis on avait toujours les grands-parents qui venaient.
puis qui partaient. Puis il y avait une rotation. Il y avait tout le temps du monde quelque part dans la famille parce que c'était ça que c'était. La vie, c'est la famille, puis les bons moments. Quand tu vas être mort sur ton lit de mort, tu vas pas dire « Hey, j'espère que j'avais un meilleur char ou j'avais un meilleur téléphone. » Non, tu dis « J'espère que j'aurais passé plus de bon temps avec les personnes que j'aime. C'est vrai. Alors, tu sais, c'est autant que des fois, tu peux te sentir ta famille, mais c'est ta famille pareil. Tu vois? Tu dois pas penser qu'il y a, tu sais, dans d'autres places, chercher qu'est-ce que tu as déjà chez toi, là, parce qu'il y a 2-3 trucs qui te dérangent ou qui vont pas selon qu'est-ce que toi tu ressens. Alors, c'est vraiment ça. C'est comme ça que moi, j'ai grandi. Puis jusqu'à aujourd'hui, moi, j'avais mes parents qui, je les emmène fréquemment chez moi. Ils ont encore leur chambre dans ma maison où ils peuvent venir dormir quand ils veulent. On n'a pas rien touché. Il y a une chambre qui est à eux autres, exactement toute. Il y a encore le câble chez nous juste pour que quand ils viennent, le câble, parce que les autres, c'est des old school. Alors, tu l'écoutes-tu, le corps des fois? Non, jamais de la vie. Je l'ai assez écouté, LCN, BRD, le brainwash qu'ils nous font en prison. Ouais, non, c'est sûr que non, je comprends. La propagande, de la fin, tu te fais juste répéter la même chose. C'est normal que l'autre, il a peur là, avec son masque puis tout. Alors, c'est vraiment ça. Alors, pour moi, c'était important, family, puis garder les parents autour. Mes enfants doivent connaître mes parents doivent connaître mes enfants, puis ça va être le même cycle. Mon frère, à chaque fin de semaine, mes 2 frères, on essaie d'emmener tous les enfants ensemble pour qu'ils se voient, ils se connaissent, ils savent qu'ils ont une famille. Parce que, tu sais, c'est qu'un enfant qui se sent seul, il n'y a rien de plus plate que ça. Là. Il n'y a rien de plus plate que ça. Puis, tu sais, la justification, quand tu dis « Ah, mais, tu sais, fiston, je fais ça pour toi, c'est pour ça que je suis au travail tout le temps. » Ou « Ah, mais, tu sais, le kid, là, moi, mon kid, là, il y a tous les jouets qu'il peut imaginer, le Toys R Us au complet. Puis tout ce qu'il veut, c'est jouer avec la boîte de carton du HelloFresh, qu'on va faire un robot ensemble, puis il veut le faire avec moi. Alors, tu sais, ça sert à quoi si je justifie que mon temps ailleurs, c'est pour toi, mais quand dans le fond, quand il y a besoin de moi, je ne suis pas là. Ouais. Puis on se perd tout là-dedans, puis on utilise ça comme justification et excuse pour prendre la distance de la famille. Puis on essaie de convaincre à la femme qu'elle, elle devrait aller se trouver un job aussi quand elle devrait être à la maison en train de se donner l'amour à l'enfant pendant que le père, comme dans le temps, allait à la chasse pendant 3 jours pour emmener le manger pendant que la femme s'occupait de l'enfant. C'est juste ça, l'enfant a besoin, c'est rester en dedans de nous depuis des générations et des générations sur le fait que l'enfant, moi je sais, je suis tout le temps là pour mes kids, mais qui veulent, ils veulent maman. Ils veulent maman. Quand ils se réveillent, ils veulent maman. C'est maman qui veulent. Si maman ne serait pas là parce que maman doit aller travailler, ces enfants-là auraient garderie, man. N'auraient pas maman. Puis ouais, non, j'avoue. Mais moi, je trouve quand même l'école et la garderie, ça amène une certaine... Tu sais, quand ça sort les enfants de leur zone de confort qui est à la maison pour les amener à une différente structure, parce que c'est ça la vie aussi. Ouais, totalement. Puis je pense que je suis vraiment reconnaissant de ma mère qui m'apportait dans des milieux, genre, tu sais, à travers les hôpitaux. Là. Fait que depuis que j'étais jeune, j'étais là avec des personnes malades, handicapées. Fait que, tu sais, je voyais tout, je touchais à tout. Fait que aujourd'hui, il n'y a pas une personne ou une situation que je suis pas capable de m'adapter. J'ai toujours été poussé dans des environnements où il fallait que je m'adapte étant jeune. C'est fait ça que garderie, école, fait du sens ensemble. Ça donne un break aux parents et tout. Là. À un moment donné, tu as besoin de ton temps personnel, puis de ta bulle, puis aussi du temps avec ta femme. Là, je veux dire... tu t'oublies quand t'as des enfants. Tu te mets beaucoup de choses de côté, là, mais ouais. Mais c'est correct parce que pour de vrai, il n'y a pas aucune joie ou récompense qui peut te faire sentir le feeling que de voir tes enfants grandir et évoluer grâce à ce que tu les apportes. Tu sais, il n'y a aucun fulfillment qui peut acheter ce feeling-là, peu importe c'est quoi. Alors quand tu dis oui, ça prend beaucoup de notre temps, de notre énergie, mais c'est aussi ça nous récompense d'une manière que rien ne nous récompense dans la vie. Non, je comprends ça, man. Puis, reconnecter avec ça d'une façon... tu sais, parce que là, sûrement que pendant que t'étais en dedans, tu devais avoir 1001 pensées pour ta famille dehors, tu sais. Puis là, en parallèle avec ça, là, t'es présent, t'es outside, t'es là, t'es avec ta famille, tu sais, comment que tu le vis au day-to-day, tu dois être fucking reconnaissant d'avoir... Puis surtout sur ta bas âge dans tes kids, hein, fait que t'es présent au bon moment, tu sais, mettons, je sais pas, tu aurais sorti, puis il y aurait comme il y a eu 16, 17, ça aurait tellement été différent, là, mais comme, tu dois être quand même grateful d'être là pour eux dans un moment où c'est fucking crucial qu'il y ait les 2 parents, là. 100%. Ouais, c'est clair. Je trouve ça fucking sick. On est où, nous autres? Ah ouais? OK. Ben là, man, je vais closer là-dessus, man. Thanks. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger, conseils, tips,
des salutations, peu importe, ta caméra est là où on a un plan de groupe qui est ici. Puis c'est ça, Michel, salut. Ouais, dans le fond, Karim, Syria, je vous aime. C'est pour vous que je fais ça. Ça, c'est for sure, for sure, for sure. Sinon, pour les gars que vous savez qui, sans dire vos noms, je pense à vous à tous les jours. Je suis avec vous, n'importe quoi que je peux faire. Sans que ça nuise au bon fonctionnement des choses, je suis présent pour tous ceux qui m'ont déjà connu ou qui me connaissent. Vous le savez déjà, ça c'est juste le début de quelque chose. Liberté pour tous, freedom for all. On va faire ça vraiment comme il faut. The movement dans la bonne direction. Sinon, respect Pat pour me donner le temps, venir me checker, être un bon ami, être un bon barber. Comme je te dis, je suis ici avec toi parce que I believe that everything happens for a reason. On s'est rencontrés. Si la relation continue à se développer, c'est pour une raison. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Et merci à notre producer. Thanks, Pat. Respect. Merci, Joe, man. Je suis content que tu sois venu. Fait que, guys... Attends, j'ai oublié la personne la plus importante. Ma bad, je l'ai coupé. Excuse-moi, man. Il y a Steph, c'est déjà number one au monde entier, Supermom. Puis, je remercie Dieu. Mes parents. On est good. Merci, bro. J'apprécie, man. Guys, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire. Les ressources sont là, je vais les mettre dans la description. J'ai ouvert le Patreon aussi, fait que ça se peut qu'il y ait des affaires qui sortent un peu plus exclusifs là-dessus. Je regarde un œil quand même sur tes trucs aussi, en temps et lieu, comment que ça s'en vient. Tu sais, by the way, si tu as besoin d'aide, whatever, let me know. Je suis toujours down de développer des nouveaux projets. Fait que c'est ça, guys. Entre garçons, entre nous, entre vous, je vous aime, puis on se voit à la prochaine fois, man. Non, man, viens poser la question, man. Viens, oui, les accostants. On vient poser, on coupera le bout que. Mais ouais, viens poser la question. T'as le droit de faire des apparitions, on a même pas. Salut! Yeah. En fait, moi, j'écoute le podcast depuis tantôt, puis t'es un exemple de quelqu'un qui a réussi à s'en sortir après, puis qui a repris le droit chemin, qui est une bonne personne pour sa famille et tout. Je veux savoir, c'est quoi qui a fait que tu t'es rendu là? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment t'as fait pour dire, moi, parce qu'aujourd'hui, je veux être quelqu'un de bien? Puis, je veux être quelqu'un de bien non seulement pour moi, mais pour ma famille. Puis, si tu des conseils que tu pourrais donner avec ça, ou... Voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup. So, dans le fond, moi, c'est encore une bataille à tous les jours, tu sais, de rester sur le bon chemin. C'est difficile, puis je le fais présentement à 100%. Pourquoi? Parce que ma dernière sentence que j'ai eue... Je sais pas. Ouais, tu peux y aller, vas-y. So, dans le fond, ma dernière incarcération, quand je me suis retrouvé derrière les murs dans une situation que finalement j'avais été acquitté, mais ils m'ont quand même fait faire le temps pour. J'avais fait 18 mois, du mois de octobre 2020 à avril 2022. Je me suis retrouvé en incarcération, mais cette fois, j'avais 2 enfants à la maison. Puis ce 18 mois était plus long que mon 14 ans. Puis la peine que je vivais, malgré que j'avais tout ce que je pouvais vouloir avoir, là, que ce soit mon téléphone, mon weed, le bon temps, il n'y avait rien qui était plus important que d'être capable de passer les 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes FaceTime avec mes enfants, mon fils qui ne voulait pas me regarder parce qu'il sentait que je l'ai abandonné, puis ma fille qui apprenait à me connaître à travers l'écran. Alors, ayant vécu cette peine-là, je me suis dit, est-ce que ça vaut réellement la peine de retourner là-dedans puis aller... Je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Je sais jusqu'où je suis prêt à aller. Puis, je sais où ça peut finir aussi. Ça peut finir bien comme ça peut finir très mal. Alors, est-ce que c'est le chemin que je veux traîner mes enfants dedans? J'ai été chanceux d'avoir vécu cette expérience-là de peine pour vouloir changer réellement pendant qu'ils étaient jeunes, avant qu'ils puissent connaître les vrais impacts d'un père qui n'est pas présent pour eux quand ils ont besoin de eux. Alors, c'est ça qui me garde aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je remercie Dieu, je remercie Steph pour les beaux enfants, je remercie ma famille pour l'encadrement qu'ils me donnent parce que, sans avoir tout ça, qu'est-ce que je verrais? C'est la même chose que tout le reste des gens que je connais voient, là. C'est aller chercher l'argent pour être capable d'avoir une meilleure vie après. Puis c'est tout. C'est la famille, de
Valeur très forte, man. Très, très forte, man. Fucking présente, man. Ah ouais. Mais c'était la même valeur que j'avais quand c'était au milieu de mon gang de rue. Alors moi, pour moi, c'était la famille, ça. C'était on va mourir un pour l'autre, on va passer à travers les flammes de l'enfer ensemble. On sait qu'on s'en va tout en enfer quand on va mourir, mais on va être ensemble en enfer, puis on va passer à travers. Puis, tu sais, c'était vraiment une affaire d'esprit d'équipe. Puis les valeurs familiales, puis tout l'amour, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit, moi, j'ai pas manqué d'amour à la maison. Puis je l'ai donné des fois aux mauvaises places, aux mauvaises personnes, que la trahison vient seulement par ceux que tu aimes, mais ceux qui sont proches. So, tu vas aimer les mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes-là vont finir par te trahir un jour. Puis cette peine et ce sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui va peut-être te créer une rage que tu vas devenir une personne que tu jamais t'aurais cru que tu aurais pu être. Puis une fois que tu deviens cette personne-là, mais tu peux plus oublier qui tu es puis jusqu'à où est-ce que tu es prêt à aller. Alors là, tu n'as plus peur de les autres, tu as peur de qu'est-ce que toi, tu peux faire dans une situation. Alors, tu ne veux pas te mettre dans cette situation-là. Puis aujourd'hui, mettons, c'est quoi tes red flags? Pour te tenir avec du bon monde qui va te faire travailler. Ben moi, aujourd'hui, mon système, c'est de m'assurer qu'à 8 heures du soir, quand mes enfants sont fatigués, je suis autant brûlé qu'eux autres, puis je vais me coucher, là. Tu comprends? Puis que si je sors, c'est seulement avec mes chums de job que je sors, je prends un verre, puis par hasard, s'il y a un de mes amis qui est dans le coin, qui veut fumer un joint, tu sais, c'est ma médication, là, prescrite par le médecin, parce que je refusais de prendre les pilules que la prison te donnait. Alors, ouais, ça va être correct, mais tu sais, hey, ah ouais, let's go, on s'en va voir si. Non, merci, c'est correct. C'est chill. Regarde, j'ai des cheveux gris, j'ai fait assez de temps, frère, tu le sais. Puis, la majorité des gens n'osent pas me demander rien, tu sais. Ils savent, ils respectent, c'est du love, tu comprends. J'ai toujours été intègre avec tout le monde, je dois rien à personne, tu sais. Les gens qui m'ont connu savent qui je suis et comment que je suis. Alors, ils savent que c'est real. That's it. D'autres questions? Ouais, gros podcast, man. Énorme. Thanks encore, man. J'apprécie vraiment, man. Je pense que autant que j'avais des questions que... T'sais, on s'est connus dans un contexte public, social, tu sais. Ça m'a toujours questionné, genre. Puis, je sais pas, je pense que je trouverais ça important que tu viennes aussi pour autant partager ton histoire puis sensibiliser. Puis, tu sais, on a créé la plateforme pour ça. On a créé Entre garçons pour que toutes les difficultés mentales que les hommes vivent en général, ils se sentent pas seuls puis qu'ils s'identifient à ça, tu sais. Puis on a reçu des beaux messages de ça. Fait que si ça peut aider quelques-uns à la maison, whatever, tu sais, qui sont déjà dans le processus ou qu'ils connaissent ou, tu sais, ou juste pour pas... C'est tant mieux, c'est exactement moi, ça pour qu'on- moi, là, n'importe quel jeune qui vit présentement en ce moment puis qui a des questions ou qui... Mhm. N'importe quoi, là, il peut m'envoyer un message sur Instagram, c'est mon nom, là, juste envoie-moi un message, je vais te répondre, là. Si je peux t'aider, c'est gratuit, là. Moi, je te donne gratuitement des conseils. Peu importe, texte-moi pas pour des affaires stupides, mais si c'est pour de l'aide, si c'est un parent aussi qui sait pas comment dealer avec son enfant, là, puis il voit son fils vivre certaines choses que moi j'ai expliquées, et puis il a juste besoin de conseils, moi je suis là pour ça. Ça va rendre ma mère fière, ça va me rendre moi fier, mes enfants, puis aussi Dieu. So, à la fin, si je peux aider quelqu'un qui n'ont pas à vivre la même chose que moi j'ai vécu, je ne souhaite pas pour aucun enfant dans ce monde. Très fort. Y a-tu un conseil que tu donnerais? C'est quoi ton conseil principal pour s'en sortir, pour pas penser à travers ce que tu as pensé? Je sais pas si c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ça veut dire un conseil que je peux donner pour pas... Mettons, premier conseil, qu'est-ce que tu donnerais à toi, conseil de toi plus jeune? Il y a tout d'aujourd'hui qui parle au petit gars, man. Petit gars de 15 ans. Je dirais que tu n'as aucune idée du potentiel que tu as. Puis de qui tu peux vraiment devenir. Tu le sais pas. OK? Tu as le monde dans tes mains. OK? Mets ton énergie, ton temps dans les bonnes choses. La vie, elle n'est pas facile. La vie va être difficile. Elle va être plate, elle va être longue des fois. OK? Mais quand tu restes sur la bonne voie, ta voie à toi, que toi tu vois, ta vision, que tu t'es créé, tu vas y arriver. Juste laisse pas, prends jamais une décision pendant que tu es émotionnel. Parce que jamais tu pourras retourner, même si tu y penses, il n'y a jamais une bonne décision que tu as prise pendant que tu étais émotionnel. OK? Concentre-toi sur toi, le temps. Le bon temps a sa fin, le mauvais temps a une fin aussi. Ça finit par passer. Trouve-toi quelqu'un à qui que tu peux parler, OK? Qui tu sens qui va te comprendre.
Puis concentre-toi sur qu'est-ce que toi tu veux et qui est bien pour toi et ta famille, pas les autres. That's it.